Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Avec les enceintes CED, Göbekli Tepe change là, littéralement, je vous le dis, de dimension. On n'est plus seulement face à un langage symbolique structuré, on entre dans un univers de saturation iconographique. Chaque surface disponible devient support de sens. L'architecture ne se contente plus là d'accueillir des images, elle est entièrement submergée par elle. L'enceinte C se situe à l'est des enceintes A et B. Donc pour y accéder, il faut franchir un passage monumental en forme de U, qui débouche sur un long couloir. Alors on ne sait pas s'il était couvert ou à ciel ouvert, hein, ça évidemment on n'en sait rien, mais sa fonction est claire, il impose un changement, il impose une progression contrôlée vers l'espace sacré. Ce simple dispositif architectural suffit à instaurer une rupture entre l'extérieur et l'intérieur, entre le profane et le rituel. L'enceinte C est gigantesque. Elle se compose de 3 cercles concentriques dont le plus vaste dépasse les 30 mètres de diamètre. 9 piliers sont encore visibles dans le cercle intérieur, mais les espaces laissés libres indiquent qu'ils étaient à l'origine beaucoup plus nombreux. Ici, un animal domine sans partage, c'est le sanglier. Il est omniprésent, sculpté en bas-relief, représenté en ronde bosse, surgissant des piliers avec une violence presque palpable. Sur le pilier 23, vous avez une tête de sanglier monumentale qui jaillit du fût comme ça, la gueule grande ouverte. Et devant ce même pilier, une sculpture de sanglier a été retrouvée brisée comme si elle avait été volontairement mutilée. Sur 10 bas-reliefs clairement identifiables, 6 représentent cet animal quand même. Cette insistance ne peut pas être fortuite. Le sanglier est un animal dangereux, imprévisible, puissant. Il n'est pas simplement un gibier, c'est pas Astérix. Il incarne la force brute, sauvage, peut-être même redoutée autant que respectée. L'enceinte C apparaît comme un espace où la violence du monde naturel est mise en scène, maîtrisée symboliquement et intégrée au rituel. Mais le sanglier n'est pas seul. Sur le pilier 12, vous avez une scène plus énigmatique qui attire l'attention. Vous avez des oiseaux. Alors, on ne sait pas, c'est peut-être des canards qui semblent évoluer comme ça, devant un motif en forme de filet, et tous regardent dans la même direction, mais leurs pattes sont représentées dans des positions différentes, comme si le sculpteur avait cherché à décomposer le mouvement. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Pour avoir ça en photographie, il faut attendre 1870-1880. Donc, vous voyez le temps qui est passé à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est une scène de chasse, une évocation du vol ou une narration symbolique qu'aujourd'hui on aurait perdu ? Le document, si je puis dire, ne permet pas de trancher puisqu'on n'a rien. Plus troublant encore sont les multiples trous qui sont percés dans les piliers. Certains sont suffisamment grands pour y glisser un bras, d'autres beaucoup plus étroits forment des anneaux internes, ils apparaissent toujours par paires. Leur fonction reste mystérieuse, je vous le dis tout de suite, mais tout suggère qu'ils servaient à suspendre peut-être des objets légers, alors des fanions, des trophées, des éléments organiques, pourquoi pas, évidemment aujourd'hui disparus. L'enceinte devait donc être animée, mouvante, habitée par des objets ajoutés au décor de pierre. Des pierres saillantes, fixées en hauteur dans les murs, renforcent cette impression. Elles auraient pu accueillir des lampes à graisse animale. Ça suggère que certaines cérémonies se déroulaient dans l'obscurité, à la lueur vacillante, vous savez, des flammes. Ça rajoute encore au côté romantique de la chose. Göbekli Tepe n'était pas seulement vu, il était donc vécu. L'enceinte D pousse cette logique à son paroxysme. C'est la plus vaste, la mieux conservée et la plus dense iconographiquement. Elle forme un ovale presque parfait d'environ 20 mètres de diamètre, bordé d'une banquette de pierre, richement décorée. Ici, chaque pilier est une œuvre en soi. Le bestiaire devient foisonnant, presque oppressant. Des renards, des serpents, des sangliers encore, des taureaux, des gazelles, des onagres, des fauves, des oiseaux de toutes les sortes, des insectes, des araignées, des scorpions. C'est un zoo, c'est un zoo de pierre si vous voulez. Mais ce n'est pas une simple accumulation, encore une fois. Les animaux sont disposés selon des logiques précises et toujours orientés, associés et évidemment superposés.
au centre, se dressent deux piliers monumentaux, les piliers 18 et 31, hauts de plus de 5 mètres quand même. Ils portent des bras, des mains et des stolas. Ce sont clairement des figures anthropomorphes, c'est-à-dire à visage humain, si vous voulez. Sous le menton du pilier 18 apparaissent des signes abstraits, une sorte de H, la lettre H, pas la H qu'on lance, mais un H, une demi-lune et un cercle. On est face à une symbolique qui dépasse littéralement la simple figuration animale. Le pilier 33 est un véritable chef-d'œuvre, c'est peut-être même le véritable chef-d'œuvre du site. Il concentre cette complexité à un degré extrême. Il est entièrement couvert de reliefs, des grues aux pattes étrangement humaines, des serpents innombrables, des renards miniatures, des insectes à six pattes, des araignées, des cygnes en hache, encore une fois, des chevrons, des figures araignées, des figures qui sont alignées verticalement comme des pictogrammes. Certaines scènes suggèrent des récits de naissance, de transformation, de lutte, peut-être même de mort et de renaissance. Mais quant au sens exact, encore une fois, ça nous échappe irrémédiablement. On peut pas le lire, puisque de toute façon, il nous faudrait une pierre de Rosette, ou l'équivalent, mais on ne l'a pas. Donc de toute façon, on est obligé de se perdre en conjecture. Le pilier 43 introduit une dimension encore plus vaste, encore plus sombre, un vautour au ventre gonflé, aux ailes déployées, surplombe une scène où apparaissent des serpents, des scorpions, et puis une figure humaine décapitée au sexe dressé. Tout indique là une mort violente, suivie de la dévoration du corps par des charognards. Cette image évoque des pratiques connues ailleurs au néolithique, l'exposition des corps, la séparation du corps et de l'âme, la transformation du défunt. Vous savez que dans l'Antiquité, on croit à ce qu'on appelle la transmigration de l'âme, c'est-à-dire que ce n'est pas la résurrection, mais on passe d'un corps à un autre. C'est comme ça que l'âme passe d'un corps à un autre, et pas forcément d'un humain à un humain, mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait vraiment trop long. Avec les enceintes C et D, Göbekli Tepe atteint son apogée rituel. L'architecture, l'iconographie, le symbolisme fusionnent pour créer un espace total destiné à frapper, à impressionner, à transmettre des récits et des croyances, tout simplement, fondamentales. On ne sait pas lire ce langage, bien sûr, j'insiste là-dessus, mais une chose est certaine, pour ceux qui l'ont conçu, Göbekli Tepe n'était pas un mystère, c'était un livre de pierre, allons jusque-là, un théâtre du sacré au cœur duquel se jouaient les grandes questions peut-être sur l'existence humaine, pourquoi pas.